l'euro s'effondre face aux autres devises. Il passe à la parité avec le dollar ce mois de juillet 2022, c'est-à-dire qu'un euro vaut aujourd'hui 1 dollar, alors qu'il y a un an seulement, un euro valait 1,20 dollars. Cela fait plus de 20 ans que l'euro n'a pas été aussi bas. C'est aussi le cas avec d'autres devises, telles que le franc suisse, qui est carrément devenu plus fort que l'euro. 1 euro s'échange ce mois-ci contre 0,98, donc soit 98 centimes de francs suisses CHF. Concrètement, cela signifie que tous ceux qui travaillent pour un salaire en euros ont perdu un pouvoir d'achat hors de la zone euro dans une proportion considérable, de l'ordre de moins 20%. Ainsi, 1200 il y a un an n'est plus que 1000 aujourd'hui. Ça concerne tes vacances bien sûr, mais pas que. Toutes les importations des pays de la zone euro coûtent 20% plus cher en dollars. Ton pouvoir d'investissement en est aussi diminué, tels que ceux qui souhaitent investir du capital en euros dans l'économie américaine par exemple. Ils ont désormais un ticket d'entrée qui leur coûtera 20% de plus. Cela conduit à un appauvrissement général de ceux qui gagnent concrètement leur vie en euros, ou encore ceux dont la majorité de leur capital est en euros. Et cette chute est tout sauf un hasard, et ce n'est pas prêt de s'arrêter là. Je vais t'expliquer comment on en est arrivé là, et pourquoi c'est très inquiétant pour la zone euro. Ensuite, je te donnerai ma vision de ce qui va se passer après, pour que tu puisses avoir des pistes pour éviter le bain de sang qui pourrait engendrer la mort de l'euro. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active les notifications et like cette vidéo. Ça aide vraiment cette chaîne à se développer. Allez, c'est parti. Il y a deux raisons principales qui expliquent cette baisse significative sur l'euro. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui sont un peu plus complexes que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Comprends bien que l'objectif ici, c'est de t'expliquer simplement deux grands leviers qui impactent le cours de l'euro, pour que tu puisses comprendre en quelques minutes et concrètement les logiques de ces pressions baissières qui sont à l'œuvre sur l'euro. En numéro 1, nous allons voir l'impact de l'explosion du coût de l'énergie en Europe qui a fait basculer la balance commerciale extérieure européenne d'exportateurs en importateurs. Puis, en numéro 2, je te parlerai du piège dans lequel sont tombés nos dirigeants européens et qui peuvent te coûter très très cher avec les erreurs des politiques de la Banque Centrale Européenne. Mais ça, dans un second temps dans cette vidéo. C'est parti. Commençons avec la balance commerciale. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment ça fonctionne simplement d'abord. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une balance commerciale extérieure? C'est un chiffre qui représente l'équilibre d'un pays entre ce qu'il importe et ce qu'il exporte avec d'autres pays. Concrètement, plus les pays achètent des produits et des services à un pays en question, alors ce pays en question exporte davantage et donc il y a plus de demandes sur sa devise, ce qui entraîne un renforcement de sa devise. Voyons maintenant ce qu'il en est en Europe. L'Allemagne est la première puissance économique européenne, celle qui contribue le plus au soutien des pays les plus faibles de la zone euro. C'est le pays aussi qui tire le plus vers l'avant l'Europe depuis plus de 20 ans. Et depuis plus de 2 décennies, l'Allemagne profitait d'un coût de l'énergie faible grâce à son fournisseur principal, la Russie, qui l'approvisionnait en gaz et en pétrole. Or, depuis la mise en place des sanctions économiques par l'OTAN et l'Union européenne envers la Russie, l'Allemagne a dû mettre fin à cette situation qui permettait à son économie de croître avec un faible coût en énergie, ce qui a permis pendant des décennies de financer la majorité des pays industriels d'Europe de l'Est, et donc de pousser vers le haut la croissance de l'Europe. Cette situation d'une Allemagne forte est donc, cette année, en 2022, terminée, suite à des décisions politiques, ce qui a des conséquences très impactantes économiquement, notamment avec un risque de récession accru. Et comme tu le sais bien, l'énergie est cruciale dans nos économies développées. Sans essence dans les voitures ou dans les camions, les marchandises n'arrivent pas à destination, les gens ne peuvent plus aller au travail et les deals commerciaux ne se font pas. Bref, l'économie est ultra dépendante d'un coût de l'énergie abordable. Le contraire freine drastiquement l'économie, voire dans les cas les plus extrêmes, cela peut entraîner un effondrement complet de l'économie, comme on a pu le voir tristement avec les événements au Sri Lanka ce mois-ci. Bref, l'Allemagne importe aujourd'hui son énergie à des prix très élevés, jamais vus dans l'histoire. Cela force l'Allemagne à acheter son énergie ailleurs et à un coût beaucoup plus élevé. Elle doit donc importer beaucoup plus, ce qui a carrément détruit l'Allemagne de son statut de grands exportateurs européens et elle a été reléguée au rang d'importateur. C'est une situation assez critique pour l'Allemagne, surtout que nous sommes en été et qu'elle ne sait pas actuellement comment elle passera l'hiver avec un tel coût en énergie.
Ainsi, la plupart de l'énergie qu'elle achète est donc dans des devises étrangères, souvent en dollars, ce qui fait une pression vendeuse sur l'euro et acheteuse-demandeuse sur le dollar. Et, tu le sais bien, quand la demande baisse sur un actif comme l'euro, alors son prix baisse. Et c'est ce qui a mécaniquement entraîné la forte baisse récente de ces mois de juin et juillet sur l'euro et l'a guidé jusqu'à la parité avec le dollar, ce qui impacte toute la chaîne économique de la première puissance européenne et donc affaiblit énormément l'Europe. Dis-toi que c'est un peu comme si dans une partie d'échecs, tu perdais la dame, ta pièce maîtresse la plus puissante. C'est beaucoup plus difficile après pour faire échec et mat. Voilà, avec ce raisonnement sur la balance commerciale allemande, tu as compris pourquoi l'euro subit une forte pression baissière récemment. Et tu comprends pourquoi la baisse de l'euro risque de ne pas s'arrêter là, avec un hiver en Europe qui s'annonce sans gaz russe. Et figure-toi que ça ne s'arrête pas à ce facteur. Il y a une cause encore plus fondamentale qui entraîne l'euro vers le bord du précipice, dont la cause est due à nos dirigeants politiques sur ces 2 dernières décennies. Alors, avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active les notifications et like cette vidéo. Ça aide vraiment beaucoup cette chaîne à se développer et ça te permet d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Alors, c'est fait? C'est bon? On peut y aller? Alors ok, on peut continuer. Je vais te parler maintenant d'un piège dans lequel est tombée l'Europe lors de sa création. Tu sais, l'Europe, ce sont un ensemble de pays qui ont pour certains une histoire de plus de 1000 ans. Et puis, depuis moins de 30 ans, certains se sont accordés à utiliser la même monnaie, l'euro, et avec celle-ci, les mêmes taux d'intérêt, pour des économies très, très différentes. Ainsi, on parle souvent d'un côté de l'Europe du Nord et de l'autre de l'Europe du Sud. D'un côté, des pays qui sont de bons gestionnaires et qui génèrent de la croissance long terme. Et de l'autre, des pays qui sont de très mauvais élèves, qui explosent leurs prévisions budgétaires et s'endettent toujours plus. Dans la zone euro, nous avons grossièrement 2 ensembles de pays qui n'ont pas les mêmes besoins et pas du tout les mêmes économies, et pourtant qui doivent décider ensemble une unique décision pour leur monnaie. Tu commences à comprendre pourquoi ça coince, n'est-ce pas? Pourquoi certains dirigeants européens accepteraient des décisions qui nuiraient à leur économie. Tous les ingrédients pour ne jamais prendre de décisions majeures sont donc réunis avec ce système européen. C'est pour ça qu'on dit généralement que l'Europe est lente. On parle d'inertie européenne. Voilà, tu comprends que l'Europe a créé ce qu'on pourrait appeler un enfer administratif. Ainsi, le temps pour s'accorder à prendre une décision est très long et parfois impossible à cause d'une disparité trop importante entre des pays à forte économie et des pays du Sud surendettés avec de très mauvaises perspectives économiques telles que l'Italie, l'Espagne ou encore la Grèce. Passons maintenant à un des premiers problèmes majeurs qui est survenu au début de l'année. Nous entrons dans une phase d'inflation très forte, avec 8,6% en Europe. Et tu le sais sûrement, c'est le travail des banques centrales de lutter contre une trop forte inflation. Pour plus de détails sur les missions et les levées des banques centrales, je t'invite à regarder ma vidéo sur la récession annoncée de 2022. Le lien est dans la description. Donc, ce sont les banques centrales qui ont pour mission de contrôler l'inflation. D'un côté, les États-Unis, avec la Banque fédérale américaine, ont procédé rapidement, dès mars, à des montées de taux successives pour lutter contre une inflation trop importante, ce qui a eu comme effet de rendre le dollar très attractif, avec 3% de rendement court terme, donc une forte demande sur le dollar. De l'autre côté, la Banque centrale européenne n'a pas encore agi. Elle devrait normalement le faire très timidement en courant juillet, avec une légère hausse de taux. Son objectif est de sortir très progressivement des taux négatifs d'ici septembre. Là, tu dois sentir qu'en termes de réponse à l'inflation, l'Europe est petit joueur face aux États-Unis. Les investisseurs avertis préfèrent ainsi clairement vendre leurs euros et ces taux négatifs qui leur font perdre de l'argent contre l'inflation pour les placer en dollars et récolter presque sans risque des intérêts. La demande est donc encore plus baissière sur l'euro et quand la demande baisse, les prix baissent, ce qui fait une pression supplémentaire à la baisse sur l'euro. Dans une situation de forte inflation que nous vivons actuellement, la Banque centrale européenne a le devoir de monter les taux pour éviter une dévaluation massive de sa monnaie. Mais pourquoi diable ne le fait-elle pas? Eh bien, c'est parce que la Banque centrale européenne est prise dans son propre piège, avec les dettes faramineuses de l'Italie, l'Espagne, la Grèce, etc. et même la France.
En effet, plus personne ne veut prêter à des États surendettés comme l'Italie ou la Grèce, qui ne tiennent pas leurs promesses en dépassant année après année leur budget pour finir avec des ratios de dette sur PIB à plus de 100%, tout en ayant peu d'espoir d'une croissance future qui permettrait un réel remboursement à date. Ainsi, une montée de taux de la Banque centrale européenne impliquerait que les coûts des dettes de ces pays exploseraient et mettrait de façon certaine l'Italie en faillite. Puis, si rien n'est fait, ce qui entraînerait les autres pays fortement endettés dans sa tombe par effet domino. La Banque centrale européenne fait donc l'autruche sur l'inflation. Et la solution qu'elle essaie de mettre en œuvre est bien pire. Elle essaye de mettre en place un nouveau système de rachat de dettes des pays les plus surendettés, qui ont des risques de faillite très élevés, par des pays surendettés comme la France ou l'Allemagne en grande difficulté, avec leur balance commerciale et la crise de l'énergie. C'est un scénario où les pays en difficulté se sacrifient ici pour des pays encore plus faibles. Cette stratégie a de bonnes chances de finir avec uniquement des perdants et une inflation encore plus grande que prévu, et donc un coût très important au détriment des habitants et actifs de la zone euro. Enfin, si l'Allemagne accepte, et c'est pas signé, ni annoncé. Ajoutons à ça la prédiction d'une récession en Europe à la fin de l'année. Bref, on sent que ça sent vraiment mauvais pour l'avenir de la zone euro. D'ici la fin de l'année, l'Europe a une bonne probabilité de se retrouver face à un dilemme qu'on pourrait qualifier de choix cornélien. D'un côté, une solution qui demanderait un vrai courage politique pour permettre un avenir long terme à la zone euro. La fin de l'euro faible tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec la sortie des États insolvents comme l'Italie et la Grèce. Une montée des taux importante pour lutter contre la forte inflation, pour tenter de sauver le bateau euro, avec les pays les moins faibles en créant un euro fort à quelques pays seulement, mais qui serait une situation intenable politiquement sur le court terme pour nos dirigeants. Ou bien, d'un autre côté, le choix de la facilité court terme, en maintenant le cap vers des décisions politiques désastreuses économiquement, en continuant à injecter de l'argent de façon court terme et ainsi laisser partir l'inflation au détriment de tous ceux qui travaillent et possèdent des actifs dans la zone euro. Ainsi, ses habitants se retrouveraient encore plus appauvris que jamais, avec un futur bien lugubre. Après, il reste une probabilité non nulle que la situation se retourne par des causes extérieures à l'Europe. Si par exemple la Réserve fédérale américaine ralentit ou baisse ses taux, ce qui relâcherait un peu de la pression vendeuse sur l'euro, ou bien la Chine qui sortirait de son cycle de lockdown de Covid en série et réapprovisionnerait l'Europe comme avant le Covid. Voyons encore une troisième option, que le conflit avec la Russie se tasse et que le commerce des matières premières et d'énergie reprenne comme avant avec l'Allemagne, et ce, avant l'hiver. Mais aucun de ces scénarios ne se concrétisera par magie. Cela exigera du temps et des concessions pour certains. Maintenant, tout ceci reste ma vision strictement personnelle. Il faut être conscient qu'il peut se passer plein d'événements imprévisibles d'ici la fin de l'année. Rappelle-toi que le propre d'un bon investisseur, c'est sa capacité à anticiper des risques potentiels et à ajuster son modèle pour anticiper au mieux pour protéger son patrimoine. Voilà, si tu cherches des solutions concrètes pour te protéger à ton niveau, j'en ai abordé quelques-unes à la fin de la vidéo Jeune égale pauvre, qui traite de l'impact de l'inflation chez les jeunes et présente des pistes pour s'en sortir à ton niveau. Également, pour protéger ton patrimoine en temps de crise, je publie petit à petit des vidéos dont tu peux t'approprier librement les logiques des raisonnements et les réutiliser pour ton portefeuille d'actifs. Les liens sont dans la description. Voilà, c'était Guillaume. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si tu souhaites que je traite un sujet en particulier dans une de mes prochaines vidéos. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!